parle de nous. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, un petit peu, parle de nous, s'il te plaît. Mais non, j'ai pas envie. Allez, s'il te plaît. Salut à tous, c'est Bob Zombie qui revient après une longue absence, mais je suis toujours vivant et... On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et bah moi je dis qu'il faut arrêter de sortir des maximes à la con et lire la série des Miss Hulk chez Artima avant de dire n'importe quoi. Cette saga est insupportable. Elle te détruit les neurones, s'insinue en toi et te viole le cortex. Quand t'as lu cette purge, t'es en mode just croving. Le genre à te faire hurler... Au secours! Alors j'ai envie d'être honnête avec vous, je n'ai pas envie de finir la collection de Miss Hulk chez Artima, mais quand je commence quelque chose, bah j'aime bien le terminer, et c'est là mon principal défaut. Non, je ne suis pas maso, mais attends, je te présente le contexte. Quand j'ai reconstitué la collection Haredi cet été, j'étais très enthousiaste à l'idée de vous en parler. Il faut dire que j'étais resté sur l'excellent premier album avec les dessins de Buscema. Pronunciation is a bitch. Et je me suis dit que ce serait super de parler de cette saga. Tu vois, j'étais resté sur une good vibe, tu vois. Et puis j'ai vite déchanté quand j'ai vu le reste de la série, avec les scénarios pourris de David Kraft et les dessins très moche de Mike Vosburg. La suite, vous la connaissez, j'ai souffert à réaliser 2 vidéos sur la saga, et je n'avais plus du tout envie de poursuivre. Mais j'avoue que de ne pas terminer ce que j'ai commencé m'horripile au plus haut point, et je vais malgré tout terminer le commentaire acide et en odieuse description des 3 derniers albums de la collection Artima, qui regroupe les épisodes de She-Hulk 19 à 25. Parce que j'en ai rien à foutre, et que je suis là pour que les gens soient heureux. Alors oui, je vais souffrir, especially for you, mais c'est pour oublier qu'on est en enfer. Et puis on va se dire que c'est l'ultime purge que je m'assène, parce que vous aimez bien me voir souffrir, et parce que vous êtes de mauvais humains. Allez, envoyez le bousin. Le 7e album Artima est sorti en octobre 1982 et il s'appelle à tarte Seul contre tous. Tiré du She-Hulk 19 d'août 1991, il est écrit par le chimiste des mots creux, le sieur David Anthony Kraft et dessiné avec le Q par Mike Vosburg. 2 artistes qui aiment faire sortir l'art des espaces, qui ont généralement le monopole de la légitimisation de façon à questionner notre rapport au beau. Traduction ? Bah c'est de la merde. Analyse psychologique et introspection analysante, et quand je dis analysante, vous comprenez que ça sent mauvais. Pour une She-Hulk qui reconnaît que ces transformations sont la façon dont elle cherche à échapper aux épreuves de sa vie humaine. À mesure que la transformation se solidifie en en She-Hulk, elle décide qu'elle n'a de toute façon pas besoin de Jen ni de personne d'autre. Miss Hulk est trahie par son cum, l'insignifiant Zapper, qui, sans être débile, est quand même assez limité. En fait, le gazier est pétri de bonnes intentions et n'a jamais voulu nuire à She-Hulk, mais en fin de compte, la nénette verte termine au laboratoire de Lucla, où son collègue Ralphie et son mystérieux patron, appelé simplement Doc dans ses numéros, attendent de la droguer pour lui analyser le fiacre. Ça s'appelle du viol, ça, non ? Ça dépend si t'es dans le monde des influenceurs ou dans la vraie vie. Ils ont dit à Zapper que les chercheurs du laboratoire cherchaient à utiliser la génétique de She-Hulk pour trouver un remède contre le cancer. Il faut vraiment être du tiroir du bas pour croire ça, genre le cul à 2 chiffres. La vérité est que Doc cherche un moyen d'appliquer la capacité de She-Hulk à se transformer à l'armée de créatures clonées sur lesquelles il travaille. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. She-Hulk décide de leur faire payer en leur pétant le stick, et pour se protéger, le Doc, qui a oublié d'être con, transforme Ralphie en une créature mutée. Bien sûr, Miss Hulk gagne. L'épisode est l'occasion de montrer que son ex-petit ami, Richard Rory, sait depuis le début qu'elle est She-Hulk. Furieuse après Zapper, elle se sent tellement trahie qu'elle décide de ne plus jamais redevenir Jen. Il n'y a plus de Jenny, déclare-t-elle au sortir d'un soupir agacé. Tiens, ça c'est un alexandrin. Et elle restera She-Hulk pour toujours. Abandonnée et souffrant de ce manque de solidarité, comme il en existe entre les streamers après un event, She-Hulk se victimise comme aiment bien faire les gens sur les réseaux sociaux au quotidien. Puis l'album Artima nous propose l'épisode 20 datant de septembre 1981, toujours réalisé avec le Pétou par la même équipe. L'histoire nous parle de She-Hulk faisant face à un crime ordinaire en devenant une héroïne locale sans enjeu et sans intérêt comme ma vie quotidienne. Le seul intérêt de l'histoire est que Rory essaie de dire au shérif Walter que sa fille est She-Hulk, mais il ne le croit pas. Enfin, le 7e album nous présente le 21e épisode de Miss Hulk. Nous apprenons qu'un nouveau parrain de la pègre tente de prendre le contrôle de LA. On suppose que c'est Nick Trask, le premier grand méchant de la série She-Hulk, ou le Kingpin, mais nous apprenons en fait que c'est un gars appelé Shad. Ta gueule! She-Hulk est attiré dans une arène qui est en fait un chantier random de construction afin que le super méchant de Shad, appelé le Seeker, puisse lui atomiser la cuve à jus, prouvant que Shad mérite bien d'être le maître du crime. Seeker a la capacité d'absorber n'importe quel stimulus et de le multiplier par 1000 ou de le convertir en une explosion d'énergie. Concept intéressant, mais une fois de plus, le méchant est tellement con qu'il finit enterré sous les décombres d'un immeuble. Ainsi se termine le 7e album de Artima, avec une fois de plus une intrigue indigente et encore moins salée qu'un bol de cacahuètes. Le 8e album, Artima,
sort en janvier 1983 et s'appelle Guérilla pour Miss Hulk. Il regroupe les épisodes 22 et 23 de la saga. She-Hulk y affronte Radius. Le pouvoir de ce dernier est de faire vibrer les molécules de ses cibles. Mais She-Hulk dit que parce qu'elle a déjà un certain contrôle sur sa structure moléculaire, grâce à sa capacité à se retransformer en Jen, elle est capable de lui résister. Et dans l'histoire, elle ne se transforme pas réellement en Jen, donc je ne sais pas exactement comment cela peut aider la nénette à résister à ce pouvoir sorti du pétou, mais bon, à ce niveau-là d'indigence scénaristique, on ne peut pas essayer de trouver de la logique à tout cela. Visiblement, les auteurs étaient sous champignons quand ils écrivaient ça. Et puis, il y a à nouveau une auto-analyse de She-Hulk pendant la baston quand elle décrit la tentative de Radius de la serrer dans une cage à air solidifié comme une métaphore de sa vie, mais elle décide d'embrasser ses problèmes passés et de les laisser être sa force. C'est un peu ce que je me dis quotidiennement dans ma life. Comme ça, j'ai l'impression d'exister pleinement. Oh, bébou! Non, mais c'est vrai. Voilà, en tout cas, on peut créer une histoire nulle et faire de la psychanalyse bon marché. Au final, lorsque She-Hulk se libère, Radius la fuit, et lorsque le méchant retrouve Doc, ce dernier le détruit. L'épisode 23 de la saga, sorti en décembre 1981, nous montre She-Hulk aux prises avec un nouveau méchant ridicule appelé Torque the Juicy Ass. Il s'appelle vraiment comme ça? Mais non, je galégeais. Eh ben c'est pas rigolo. En tout cas, il s'appelle vraiment Torque, et de vous à moi les gens, je ne sais pas où ils vont choisir ces noms à la con. Ils doivent avoir un générateur de noms débile qu'ils activent juste avant d'écrire leur script. Bien sûr, She-Hulk le bat aussi, toujours vêtue de ses haillons blancs de chemise de nuit. La raison dans l'histoire était qu'elle se détendait dans la maison de plage des parents de Zapper et qu'elle s'était fait un maillot de bain avec un rideau. Je pense vraiment qu'avec la possession de ce rideau, elle espérait que la tringle ne serait pas très loin. La coquine. She-Hulk décide finalement de reprendre le combat contre Shad et décide d'en finir en se dirigeant vers son manoir. Cet album est tout aussi fade que les précédents et je vous propose sans plus tarder de passer au dernier de la série Artima, sorti en mai 1983 sous le titre du Maître de la Souffrance. Dans l'épisode 24, She-Hulk rencontre sur la propriété de Shad un groupe de clones rejetés par le Doc, mais aussi un monticule géant de terre animé, appelé Earth Lord. C'est à ce stade qu'il est révélé que tous les méchants que She-Hulk a combattus dans cet arc étaient des itérations de l'ami de Zapper, le susdit Ralphie. Ah! Ouais, c'est n'importe quoi. Et l'album se termine avec le 25e et dernier épisode de la saga datant de février 1982. Si David Anthony Kraft et Mike Vosberg officient encore, côté encreur, c'est la fête du slip puisque Al Milgrom, Mike Gustovich, Bob Jacek, Joey Winstein, Jack Abel, Dave Simons, Sal Trapani, Steve Mitchell, Rick Magyar ont participé aux côtés de Mike Vosberg. Et alors, pour un épisode final, que croyez-vous qu'il arriva? Un final explosif et mémorable? Non mais c'est une question rhétorique, hein. Oui, mais j'ai bon quand même? Eh ben non, ni joie ni félicité, c'est nul et ça devient n'importe nawak, car on apprend que Shad est en fait une construction créée par Doc, pilotée par un minuscule clone. Et nous apprenons que Doc lui-même a en fait plus de 100 ans. Côté intrigue personnelle de Jen, il y a réconciliation avec le shérif Walter, et Jen va même tirer une force de cette réconciliation qui lui permettra de vaincre son ennemi, et surtout de redevenir Jen à volonté. Mais à la fin de l'histoire, elle a toujours l'intention de rester She-Hulk. En tant que Jen, elle dit un dernier adieu à Richard Rory qui repart avec la queue sous les bras. L'image est quelque peu fantaisiste. Puis elle redevient She-Hulk. Elle dit à Zapper qu'elle l'aime toujours, et qu'elle aidera son père à combattre le crime dorénavant. Et c'est de cette façon que se termine la première saga de She-Hulk sur un happy end foireux. Tout est un peu gros comme tous ces jeunes qui mangent du gras. Alors que retenir de cette première série de She-Hulk? Ce n'est pas une bonne série. Elle n'a rien de croustifondant. À titre de comparaison avec Spider-Woman, un autre personnage féminin dérivé d'un homologue masculin, la petite araignée chevelue avait au moins un super look avec un costume unique et intéressant. Non. Ah si, je me permets d'insister sur ce fait. Les auteurs de Spider-Woman s'étaient efforcés de distinguer la susdite nommée de Spider-Man avec un ensemble de pouvoirs différents, une origine sans rapport, et un ton et un cadre très différents pour le livre, puisque le premier numéro de Spider-Woman avait une ambiance de surnaturel et d'horreur. She-Hulk, quant à elle, est littéralement dérivée de Hulk. Elle a les mêmes pouvoirs et la même configuration scénaristique, avec son père jouant le général Ross et Zapper jouant Rick Jones. Il y avait même, du moins superficiellement, un conflit assez similaire entre Jen et l'enragé. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. D'un point de vue artistique, la série avait commencé fort avec John Buscema, mais il a été rapidement remplacé par Mike Vosburg et ses dessins faits avec l'anus. L'un des facteurs majeurs qui a probablement empêché les gens d'essayer cette série est le manque de costumes. Car en effet, She-Hulk porte ses chiffons blancs déchirés durant toute la série. C'est pas glamour. Quitte à se payer un costume, elle aurait pu monter un Kickstarter ou faire de la cybermendicité sur Twitch en chouinant 8 heures par nuit pour obtenir des subs de façon subrogative en tapinant. Parce que franchement, ces bouts de chiffon auraient de quoi faire hurler les maquignons de la fripe qui intriguent dans le magazine Cosette. Dites ce que vous voulez du short violet et moule burn de Hulk, mais lui, au moins, c'est une caractéristique distinctive. Une chemise blanche déchirée montre vraiment que les artistes s'en battaient les steaks, à moins que ce soit pour ne pas sexualiser à outrance Miss Hulk. Et que
dire de la distribution des personnages secondaires? Elle est assez ennuyeuse. C'est même la grande faiblesse de cette série. La relation de Jen avec son père est tout bonnement irrationnelle. Ils se sont engueulés pour pas grand chose au final, et le Phaser entretient une haine non justifiée. Le seul autre personnage dans la sphère juridique de Jen était Buck Bukowski, et il n'était fondamentalement qu'une parodie d'un pauvre type sans intérêt. L'acolyte amoureux, Zapper, est insignifiant. Plus tu tournes les pages, plus tu te demandes ce qu'il fout dans cette histoire. C'est un personnage random qui parvient, en ayant du cul sur la fin de la série, à devenir le privilégié qui pourra ratisser le bunker à She-Hulk, ou plus poétiquement, à lui retourner le potager. Richard Rory, lui, il ne sert à rien. Et puis, il n'y a vraiment pas eu de méchants remarquables dans la série. Des gangsters, un robot repeint dans ses premiers numéros, l'homme éléphant et le grappler. Et puis dans cet arc, on nous présente une série de méchants dont aucun ne se démarque. Et on t'achève, dans le numéro 25, en te disant que tous les méchants introduits à partir du numéro 19 étaient des itérations différentes du même gars. Il est très probable que ce soit pour éviter de laisser beaucoup d'intrigues en suspens, même si sur le plan du scénario, il est assez invraisemblable que les différents méchants soient en fait tous le même gars. Croyez-moi mes petits farfadets, il vaut probablement mieux que la série ait été annulée. Parce que question divertissement, on ne peut pas dire qu'il a été à un seul moment à son paroxysme. Même Arte fait aujourd'hui des documentaires plus festifs. Je suis déjà nostalgique de la blague que je viens de faire. Très clairement, cette première série n'est pas Jojo. Lire cette BD, c'est comme se faire sodomiser sans avoir été invité au restaurant auparavant. Ça fait mal au fondement. Moi-même, je regrette d'avoir cherché à reconstituer la collection. J'aurais jamais dû me laisser abuser par le premier épisode. Parce que quand tu vois le reste de la série, tu te rends compte qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Voilà, malgré tout, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, parce que même si le sujet était inintéressant, et je le conçois, je me suis investi dans mon travail. Vous savez très bien que dans chaque vidéo, je suis comme Claude François, je m'applique. Alors, laisse pause blow pour récompenser mon boulot. Fort heureusement, j'en ai fini avec cette purge, et on va se mettre d'accord, vous et moi, on n'en reparlera plus jamais. Ce sera notre petit secret. J'ai quand même terminé ce que j'avais commencé, et il est temps à présent de se tourner vers du plus consistant dans les prochaines semaines. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. Salut les geeks! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Raouf d'Afrique. Abdel Raouf d'Afrique. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable.